Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau Entreprendre. Cet après-midi, on va faire un débriefing, une émission spéciale sur le programme économique des éventuels, des candidats qui proposent quoi, qu'est-ce que ça va apporter à nos entreprises? Est-ce qu'ils ont pensé à nous ou pas? Nous allons faire un bilan, comme vous le savez hier. Il vous a été diffusé une table ronde. Donc normalement, c'était le grand oral des candidats. Donc nous recevons ce soir Monsieur Dominique Virasamy, qui était à l'origine de ce grand oral qui devait se passer avec les différents candidats. Il va vous donner son point de vue, il va vous faire un débriefing sur la situation, ce qu'il en pense, et après on parlera avec lui. Comme vous le savez, nous sommes dans un temps de stricte égalité de temps de parole, donc je vais mettre un chronomètre, et pendant 2 minutes, on va parler de chaque programme de chaque candidat, et pendant 2 minutes, il va nous donner son avis. Bonsoir. Bonsoir Sabine. Comment allez-vous? Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. J'éprouve une joie immense d'être de cette très belle émission que j'adore et que j'apprécie énormément. Merci. Et que j'invite les téléspectateurs à regarder et à regarder et à regarder. C'est très gentil, merci beaucoup. Alors, expliquez-nous tout, moi je veux tout savoir. Comment vous avez eu l'idée d'organiser le grand oral? On a vu que sur le territoire hexagonal, il y en a plein. Il y a eu celui avec les professeurs, celui pour les femmes battues, celui avec la jeunesse, exactement, avec la police. Alors, comment vous est venue l'idée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai eu une première expérience du grand oral, puisque en 2017, avec mon association et accompagné de mes amis et collègues présidents d'association de l'Hexagone, nous avions mis en place un grand oral où nous avons demandé aux différents candidats de venir s'exprimer par rapport aux indépendants. Et ça s'est fait à l'hôtel de l'Industrie à Paris, et donc ça s'est vraiment très bien passé, d'autant plus que M. Macron, jeune candidat, était représenté par M. Harry Chalus, et on a passé un moment merveilleux. Et donc, du coup, cette année, je me suis dit, je vois qu'il n'y a pas de débat en Guadeloupe. Donc, vous avez organisé. Et donc, il faut que je fasse quelque chose. Alors, il faut que nos téléspectateurs comprennent bien que nous avons choisi le cadre du grand oral, parce que le grand oral, ce sont des auditions. Contrairement à un débat où les candidats sont sur une même table et ils discutent entre eux, ils échangent à coup d'arguments. Là, pendant 30 minutes, il était question, plutôt pendant 20 minutes, il était question que chaque représentant, puisque le grand oral était à l'attention des représentants locaux, je dis bien des représentants locaux, de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et donc, pour cela, chaque représentant disposait de 20 minutes d'exposé sur la vision de leur candidat dans l'outre-mer. Il ne s'agissait pas pour le représentant de parler de sa vision, mais de parler de la vision de son candidat. Et donc, ce qui est très important. Donc, c'était une façon pour eux de maîtriser et de dire ce qu'ils avaient à dire. Et donc, après ces 20 minutes, on soumettait pendant 10 minutes le représentant au flot de questions des personnes qui étaient invitées dans la salle, et notamment des personnes qui m'ont accompagné au niveau économique et autres. Et donc, du coup 15 jours avant cette manifestation, j'avais eu à peu près, on va dire, 8 accords de principe sur 12, puisque à ce moment-là, ni M. Poutou, ni M. Lassalle, ni M. Il y en avait 4 qui n'avaient pas. Monsieur Macron, apparemment, parce que j'ai demandé à des proches qui est-ce qui représentait M. Macron, je n'ai pas eu de réponse. Alors qu'on pensait, bizarrement. Et donc, il y en avait eu, j'ai eu 8 sur 10 qui étaient OK. Et donc, du coup, quand j'ai dit ça, il n'y a pas de problème, avec 8, on fera l'affaire. Et donc, ça, c'était 15 jours avant.
Une semaine avant, ça s'est rétréci à 6. Il y en a 2, puisqu'il y en a qui m'ont dit oui, je serai à Paris, je ne serai pas là, je ne suis pas disponible. Qui s'est désisté en premier? Alors, il y a eu le représentant de M. Jadot, qui ne pouvait pas être présent parce qu'apparemment... Il y a beaucoup de meetings en ce moment, ça s'accélère. Il était sur Paris. Et il y a eu le représentant de M. Zemmour, représentant. J'ai eu contact avec une personne qui est proche de Mme Pio Bacas. Et donc, cette personne-là m'a dit non, ils ne peuvent pas parce qu'il y a un meeting le lendemain à Paris, donc il faut qu'ils soient à Paris. Et donc, on s'est retrouvés à 6. Et puis, le lendemain, on s'est retrouvé à 5, puisqu'il y a eu un autre qui a désisté, je crois, si ma mémoire ne fait pas défaut. Non, c'est le représentant de M. Roussel, qui, il n'avait pas de représentant du tout, donc on s'est retrouvé à 5. Donc j'ai dit, OK, ça va, il n'y a pas de problème. Et donc, 24 heures avant le jour J, j'avais 5 personnes qui ont confirmé, je dis bien, qui ont confirmé qui seront présents. Et j'avais donné rendez-vous à 8h45 à tout le monde pour être sûr que tout le monde serait là, pour pouvoir communiquer. Et donc j'ai dit OK. Et la veille, je reçois un appel, un audio de la représentante de M. Dupont-Aignan, qui me dit qu'elle est en Martinique, qu'elle ne peut pas être présente. Il n'y a pas de problème. OK, on s'est retrouvés à 4. Et donc le matin, nous étions à 4 personnes sûres. Et donc, monsieur Olivier Nicolas, pour le PS, était présent à 8h45, je tiens à le dire, et saluer sa présence. Et à 7h58, il y en a une qui me dit qu'elle ne peut pas être présente. Qui la représentante de Mme Pécresse, qui ne pouvait pas être présente. Qui, en plus, est en Guadeloupe aujourd'hui, Mme Pécresse. Et donc, à 9h, c'est moi qui appelle Mme Montout, qui représente M. Mélenchon, qui m'apprend qu'elle est fatiguée, qu'elle ne peut pas être présente et tout ça. Bon, bref, ça non plus, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est moi qui appelle M. Tolassi à 9h15, pour lui dire, oui, mais on avait rendez-vous à 9h moins le quart. Et donc, il m'a dit, oui, il est un peu bousculé parce qu'il y a l'arrivée de Mme Le Pen, et donc c'est un peu compliqué pour lui. Et donc, c'est comme ça que nous sommes retrouvés avec un seul représentant, et donc nous avons décidé de transformer ce grand oral en table ronde. Et donc, nous avons mis à côté de moi, M. Olivier Nicolas, et les autres partenaires que j'ai choisis. Il y avait Mme Panchard, il y avait Mme Céline, Mme Nicole Erdan. Précisez leur poste pour que les gens comprennent Mme bien. Erdan est 4e vice-présidente de la mairie de Gourbert. Et donc, il y a Mme Panchard qui est vice... pour la région, pour la partie économique, c'est important. Mme Céline est plus en charge à la région. Il y avait Mme Danois, qui s'occupe de la problématique de l'eau. Et il y avait M. Christian Ténora-Balzac. Il y avait M. Éric Oriolan. Il y avait M. Victor Jean, votre collègue de Caraïbes Culture Caraïbes, qui était présent. Et il y avait M. Degrange qui représentait le CIPA. Et donc, nous avons fait un très bel échange avec monsieur Olivier Nicolas. D'ailleurs, après son exposé, nous sommes restés jusqu'à 1h moins le quart à échanger avec lui par des questions. Et les questions étaient... et j'ai oublié de signaler aussi monsieur Saint-Julien, qui a parlé du sport, qui a posé une très belle question, sur le sport, et tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est pas que les gens puissent désister à la dernière minute, parce qu'on a toujours... Mais quand on me donne des explications qui me semblent un peu bizarres, c'est un manque de respect à Canal 10. Qui a dépêché un caméraman. C'est pas rien, un samedi matin. Ne vous inquiétez pas pour nous. Je veux bien l'entendre. Mais moi, je suis quelqu'un de respectueux. Je suis quelqu'un de respectueux. Quand je donne ma parole, je vais jusqu'au bout. Deuxième chose, c'est un manque de respect par rapport à moi, mon association et mon conseil. Moi, c'était ça ma question. C'était pas. Ne vous inquiétez pas pour nous en tant que canal. Nous, on couvre tout. Ça veut dire que même s'ils viennent pas, on couvre qu'ils ne sont pas là. Mais par contre, est-ce que ça vous donne pas l'impression qu'il y a en réalité un désintérêt des candidats qui, devant les caméras, veulent faire comme s'ils font tout, ils sont très engagés, et en réalité, lorsqu'il y a des choses importantes qui se passent, ils ont piscine. Est-ce que c'est pas plutôt l'image que ça en renvoie ?
Oui. Au-delà de nous, bien évidemment, plutôt pour les Guadeloupéens. Vous avez raison de poser la question, puisque on se plaint tous les jours que oui, les politiques ne font rien, que les politiques n'apportent rien au débat, que c'est toujours, comment dirais-je, trivial, et tout ça, ce sont des combats de coq et tout ça. Je donne l'opportunité à ces personnes-là de pouvoir s'exprimer. Il y a une caméra qui tourne, il y a pour que la population puisse savoir. Un public qui était là, qui a posé des questions. Donc j'estime que quelque part, il faut prendre la balle au bon, d'accord, et démontrer que la politique est une très belle chose, hein, et que vous êtes là pour apporter votre expertise, qui est la vôtre. Ça ne veut pas dire que vous avez raison ou tort, mais vous avez votre expertise qui est la vôtre. Et donc, moi, j'attendais de ces personnes qu'ils soient présentes pour pouvoir débattre, mais pas débattre, pardon, pouvoir exposer leur vision. D'autant plus que nous sommes dans une configuration où même le président de la République actuelle a parlé d'autonomie. Alors, justement, je voulais vous en parler tout à l'heure parce qu'on parlera des candidats. Et je crois qu'il y a 8 candidats sur les 12 qui en parlent. Hein. Oui. Donc, ce n'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet. Parce qu'ils sont obligés de changer la Constitution l'an prochain. Ça, ils n'ont pas le choix. Donc, ce n'est pas un petit sujet. Tout à fait. Et donc, d'autant plus que nous sommes, d'ailleurs, le général de Gaulle lui-même a dit que la France, c'est le pays où le soleil ne se couche jamais. Oui. Puisque nous sommes présents sur les 3 océans. Et donc, à quelque soit, il fait jour quelque part en France. Et donc, ça veut dire que nous sommes là, nous sommes présents. Nous sommes considérés région ultra-périphérique. Je n'aime pas trop cette particularité, mais bon, disons que c'est celle qui nous a été attribuée, on la prend. Donc, on est présent, on existe, puisqu'on a fait une loi de décentralisation. Donc, c'est l'occasion pour savoir et mesurer ce qui a été proposé, pour pouvoir savoir si l'adaptation a été correcte, parce que ce n'est pas tout de fait une décentralisation. Est-ce que ce qui est donné, les pouvoirs qui sont donnés, est-ce que c'est bien appliqué? Il y avait matière à débat, il y avait matière à exposition. Et là, les personnes ne viennent pas, c'est pas grave. Nous avons passé un moment très agréable, à tel point que j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils regrettent qu'ils n'aient pas pu venir pour des raisons professionnelles, hein, et personnelles, mais ils ont vu à la télé. Merci encore une fois à Canal 10 d'avoir été présent. Et donc, et le maire de Gourbert a déjà pris rendez-vous avec moi, il a pris rendez-vous pour les législatives, hein, puisqu'il m'a demandé de mettre en place, de réfléchir sur la possibilité de faire un débat à ce moment-là, un débat avec les candidats, les éventuels candidats de la 4e circonscription pour les législatives. Et donc, on est en train de travailler ça. Peut-être que nous allons faire quelque chose dans les autres circonscriptions, hein, mais on verra. Pour l'instant, on est concentré sur comment dirais-je, Gourbert, hein, puisque c'est le monsieur le maire qui m'a fait cette proposition en premier. Donc, je dois honorer sa demande d'abord, et après, on verra pour les autres endroits. Mais toujours est-il que on a vu un Olivier Nicolas, qui a représenté le PS et donc la candidate Hidalgo, très, très pointu sur son exposé, mais surtout très pointu sur les questions, et que beaucoup de questions ont été abordées avec lui, et j'ai trouvé, c'est mon avis personnel, j'ai trouvé qu'il a répondu à propos, qu'il avait des réponses bien cadrées, et donc je le remercie d'avoir tenu ces 2 heures et demie de questions, qui n'étaient pas faciles, je l'avoue. Hein, on a regardé ça. J'ai regardé ça. Parce que nous avions des experts comme Madame Panchard qui s'y connaît. Quand vous avez Monsieur Anténora Balzac et Madame Danois qui sont des personnes qui connaissent leur créneau. Ouais, mais je peux vous dire que je trouve que M. Olivier Nicolas s'en est très bien sorti. Voilà. Franchement, c'était très intéressant. Alors, on ne va pas rentrer, comme je vous ai dit, hein, on ne peut pas faire vraiment la propagande des candidats, des différents candidats. Qu'est-ce qu'il en est ressenti pour vous? Est-ce que tous les sujets ont été abordés? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'il aurait fallu rajouter? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avec le grand oral? Par rapport à ce que vous avez fait. Par rapport au grand oral. C'est-à-dire que moi, j'avais souhaité, c'est pour ça que j'avais souhaité qu'au moins les 5 ou même les 4 soient présents pour donner une diversité à ce moment républicain, parce qu'on ne pouvait pas quand même faire un faisceau de questions sur monsieur Nicolas, quoique il aurait toujours répondu, et je voulais quand même avoir d'autres points de vue, pour que nous puissions faire mesurer justement l'étendue de nos problèmes et l'étendue des réponses à apporter surtout, hein, parce que je rappelle que même en économie, quand vous avez
Madame Annick Girardin, qui elle-même, lorsqu'elle était ministre des Outre-mer, elle dit qu'il faut ouvrir les débats sur la fiscalité en Outre-mer. C'est pas rien quand une ministre vous dit ça. Ça veut dire que la fiscalité est mal adaptée chez nous, les Outre-mer, et c'est vrai, puisque nous avons... Quand vous parlez de la LOM, le livre blanc, le livre bleu, la loi, l'égalité réelle, enfin tout ce qui s'ensuit, ce sont des dispositifs, et quand on regarde bien, qui se sont chevauchés les uns derrière les autres, et s'ils se sont succédés avec une vitesse grand V, c'est parce qu'ils ont échoué. C'est ce que j'allais vous dire, mais justement, en plus Emmanuel Macron, là, il était candidat, il a fait plein de choses, plein de débats sur l'outre-mer, et ça marche pas, ça prend pas. Les gens trouvent que ils sont encore plus pauvres. Je crois qu'on a 5000 entreprises qui ont fermé. Oui, à peu près, oui. Donc c'est grave comme situation. Bien sûr. Nos chiffres pour les femmes au niveau économique, puisque cette année, justement, on a fait un fil conducteur avec une chronique mensuelle pour accompagner les mesures qui vont être mises en place des entreprises, comment aider les femmes à retourner vers l'emploi. Il n'y a même pas les structures adaptées. Donc le bilan d'Emmanuel Macron, j'en suis là, c'est plutôt un échec, d'après ce que nous disent souvent les chefs d'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est pas faute d'avoir... Je suis pas le porte-parole de la région. Je suis pas Moi, l'émissaire. je ne parle pas de la région. Non, mais je veux juste te dire, je voulais juste te dire quelque chose. Ça, c'est pas seulement pour notre territoire. Voilà. Non, mais c'est pour toute l'outre-mer. Je veux parler des dispositifs. Je ne suis pas le porte-parole de M. Chalus ni de la région. Mais heureusement qu'ils étaient là, en tout cas, parce que l'État, des fois, c'est... Je trouve que la région s'est beaucoup engagée auprès des entreprises. Et je peux vous dire, je salue le travail qui a été fait, notamment par Mme Marie-Luce Panchard et ses collaborateurs. Je veux parler de M. Denis Céleste, qui fait un travail énorme au niveau des entreprises. Et je peux vous dire que la région a tenté d'apporter le meilleur de lui-même. Malheureusement, le problème qui se passe, c'est l'espoir. L'espoir qui n'est plus ancré dans l'individu. Les gens ne croient plus en demain. Et c'est pour ça que moi j'ai tenté, même durant cette période Covid, d'avoir un entretien avec les responsables de la région pour leur faire comprendre qu'il faut qu'on trouve une martingale pour mettre en suspension les entreprises. Parce que le problème qui se passe, c'est que l'entreprise, même si l'URSSAF avait gelé et suspendu, par exemple, les prélèvements de cotisations sociales et les moratoires. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les chefs d'entreprise ont des loyers, par exemple, alors que l'entreprise est fermée. Ils sont obligés de payer un loyer, je ne dirais pas à fond perdu, mais il n'y a pas d'activité, donc il n'y a pas de recettes. Donc il y a les impôts, il y a, il y a le prêt bancaire, il y a plein de choses que l'entreprise doit honorer. Et pourtant, l'entreprise sort d'une période de Covid où elle n'a plus de recettes. Donc ça casse le moral, et les gens déposent le bilan. Voilà ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous frôlons effectivement les 7000 dépôts de bilan. Les entreprises ont fermé. Mais je dis encore une fois que c'est dommage. C'est dommage parce que la région a fait un travail, mais, pardonnez du peu, mais il a manqué un lien. Il a manqué un lien entre les bonnes propositions de la région et l'efficacité pour l'entreprise. Ce lien, c'est quoi? L'accompagnement, peut-être? Le lien, il fallait d'abord... Les banques? D'abord, la chose que j'ai toujours prônée, je l'ai dit au président Chalus, je l'ai dit à Mme Panchard, je l'ai dit à M. Céleste et bien d'autres personnes à qui voulaient l'entendre. Nous étions encore dans le plan de relance, qui était une proposition merveilleuse, puisque j'y ai apporté ma contribution. Donc, et j'estime que c'était un très bon plan, et c'est toujours un très bon plan pour la Guadeloupe. Seulement, pour que ça ait une efficacité, il fallait faire une expertise de l'entreprise, il fallait faire une expertise de la dette sociale et fiscale, et il fallait faire une expertise de qui fait quoi. Pourquoi je dis ça? Sur ce territoire, nous avons 3 économies qui se chevauchent. L'économie déclarée, l'économie parallèle, de travail dissimulé, et nous avons l'économie souterraine, drogue, prostitution, vol et tout ce qui s'ensuit. Et le deuxième et le troisième, dans l'esprit du Guadeloupéen, c'est une normalité. Or, nous sommes sur un petit territoire où ceux qui achètent sont toujours les mêmes.
Donc, si l'entreprise déclarée ne peut plus accéder facilement à sa clientèle, c'est le travail dissimulé qui va prendre de la hauteur et c'est le travail souterrain qui va prendre de la hauteur. À tel point, pour étayer ce que je dis, c'est que quand vous regardez qu'en France, dans l'Hexagone, je dis bien dans l'Hexagone, le volume d'argent qui quitte l'Hexagone vers d'autres pays se chiffre à 11 milliards par année. Ça finance d'ailleurs, c'est même le PIB de beaucoup de pays, que ce soit au Maroc, au Sénégal par exemple. On sait que c'est une grosse manne financière. J'ai attiré l'attention à plusieurs reprises, et notamment, si M. Chalus regarde cette émission, il va s'en souvenir, au Grand Oral 2017, nous avions abordé ce problème-là en Guadeloupe, pour la Guadeloupe, et notamment et singulièrement pour la Martinique et la Guyane. Vous avez des personnes qui travaillent, des non-guadeloupéens, je n'aime pas le mot étranger, c'est vraiment non-guadeloupéens, il faut dire les choses comme elles sont, qui travaillent soit de manière dissimulée ou soit de manière déclarée. Parce qu'il n'y a pas que des migrants qui travaillent de manière clandestine dans le pays, il y a des migrants qui travaillent de manière... Des migrants qui ont permis de travail et qui sont déclarés, qui gagnent leur argent. Mais quand vous regardez par le biais de cette institution de transactions financières, vous voyez, avec les deux lettres là, W et l'autre là, vous voyez de quoi je vais parler, parce qu'on ne fait pas de publicité. Et donc, du coup, ce sont des montants énormes qui quittent la Guadeloupe vers leur pays respectif. Et pardon du peu, ne faisons pas de stigmatisation sur un seul peuple, parce qu'on a l'habitude, quand on parle de migrants, on a l'habitude de parler que d'un seul peuple. Il n'y a pas que ce peuple-là sur le territoire de Guadeloupe, et soit dit en passant, qu'eux, ils sont un petit peu plus honnêtes. Et eux, et surtout l'économie, en fait... Que certains autres. Vous dites que l'économie, en réalité, ne ruisselle pas. Ça veut dire que... Mais le problème, madame, c'est que... Sabine, quand vous avez de l'argent qui est collecté. Par exemple, moi, je vais acheter d'une personne non guadeloupéenne. 100 euros, je paye 100 euros. Sur 100 euros, il y a 80 euros qui quittent la Guadeloupe pour aller vers ces pays respectifs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons une insuffisance de circulation d'argent frais sous le territoire. Oui, l'argent s'envole par les fenêtres. Voilà, Nous, l'argent en l'occurrence, s'en va. Par la mer. Mes 80 euros s'en vont et... Par exemple, moi, si j'achète du poisson chez mon poissonnier, l'argent que je paye mon poissonnier, il ira se faire coiffer chez son coiffeur. Le coiffeur ira chez un couturier. Ça, c'est l'économie. Et c'est l'économie circulaire. Et ça reste chez nous. Mais quand l'argent s'en va, on appauvrit le territoire. Et donc, à l'époque, j'avais suggéré au président Chalus, il va falloir trouver une façon de mettre un octroi de mer sur ces transactions financières, parce qu'il n'est pas question que cet argent-là puisse partir à volo. Il faut trouver. Moi, je ne suis pas d'accord pour mettre une taxe, puisque la taxe, c'est français, ça partira dans le gouvernement. Moi, je suis pour une taxe locale, notamment l'octroi de mer, sur ces transactions financières. Et là, nous aurons peut-être un petit peu d'argent. Alors, quand je dis ça, c'est facile pour moi, mais il faut regarder la Constitution. Il faut regarder qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est peut-être fait, puisque le président Chalus ne peut pas non plus faire des choses qui soient oui, et c'est là qu'on rentrerait dans ce qu'on appelle la différenciation. Tout à fait. D'accord. Voilà. D'accord, merci, mais c'est vrai que c'est important puisque l'économie, c'est l'argent qui reste sur le territoire. La semaine dernière, nous recevions la Cour des comptes et justement, je leur ai posé la question de savoir, parce que la région, comme vous le dites, investit beaucoup, elle injecte beaucoup d'argent sur des choses qui ne sont pas de son ressort, parce qu'il faut faire fonctionner l'économie guadeloupéenne. Et c'est vrai que normalement, lorsqu'on injecte de l'argent dans l'économie, d'ailleurs, vous entendez tous les candidats en ce moment parler de faire monter et augmenter le SMIC, c'est tout simplement parce que les gens sont censés redépenser sur le territoire, par exemple, aller boire du café, aller acheter du pain. On parle souvent que l'artisanat, par exemple, c'est le premier métier de France, ou bien c'est le premier emploi, le matin, la boulangerie, le premier employeur, exactement. Et c'est vrai que normalement, on est censé consommer local. Alors, vous savez, par rapport à pour faire fonctionner l'économie. Il n'y a pas de secret de toutes les façons. Par rapport à l'artisanat, voilà une erreur faite par nos politiques. S'il y a une chambre consulaire qu'il fallait à tout point soigner,
c'est bien la chambre de métier. Pourquoi? Parce que nous sommes des métiers de production. 80% de notre économie est constituée de TPE. Sous ces TPE, nous avons quand même 16 000 artisans. Et nous sommes les seuls, je parle de nous parce que je suis artisan couturier, nous sommes les seuls à pouvoir embaucher tout de suite. Parce que nous sommes un métier de production. Et donc, je dis que nos élus devraient faire un focus particulier sur la chambre de métier, et essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'embauche et pourquoi il y a des difficultés, ceci, cela. Et s'ils avaient fait, ou s'ils pensent faire cette expertise que je demande, eh bien, ils auront déjà une partie de la réponse. D'accord. Alors là, je vais vous poser quelques questions sur le volet économique des candidats. Tout à fait. Donc, on va en parler. On ne va pas dépasser 2 minutes par candidat, parce qu'il y a plein de candidats qui n'ont pas de programme. Donc, on va dire, ceux qui n'ont pas de programme, on ne va pas particulièrement parler de leur programme en France. Là, les électeurs pourront choisir. Là, c'est vous qui en parlez. Donc, vous n'êtes pour aucun candidat. Donc, voilà, on va juste essayer. Sur ce plateau, j'ai mes convictions. Voilà. J'ai mon choix. Et mon choix, mais sur ce plateau, que vous allez garder pour vous. Je garde ma neutralité. Voilà, vous gardez votre neutralité. Bon, on va commencer par Nathalie Arthaud, puisque je l'ai fait, alors peut-être dans l'ordre alphabétique, ça va être beaucoup plus simple. Alors moi, je m'appuie sur un article de la presse publique qui nous a déjà référencé le programme en détail de chaque proposition globale pour les candidats. D'accord ? Donc, on va commencer par Nathalie Arthaud, puisque c'est la première qui est citée. Son parti, c'est Lutte ouvrière. Elle n'a pas de proposition spécifique à l'outre-mer. Très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de cette candidate par rapport à son discours classique ? Alors, il faut savoir que Lutte ouvrière, c'est un parti qu'on devrait respecter, qu'on respecte. C'est des travailleurs. Parce que ce sont des travailleurs, et je salue mon grand ami Jean-Marie Noumertin. Donc c'est important d'avoir toute catégorie de candidats. Parce que chaque portion de la République, chaque portion de la société doit avoir des représentants. Surtout que c'est les travailleurs qui font la société. Voilà, on en parlait avec l'économie qui recèle. Néanmoins, quand cela n'empêche pas que si elle parle des travailleurs, les travailleurs, ce sont ceux qui sont des employés d'entreprise, donc ils touchent un salaire, mais au-delà du discours, et je peux comprendre que Mme Arthaud puisse défendre les travailleurs, mais on oublie très souvent qu'il n'y a pas de travailleurs s'il n'y a pas de patron. C'est ça. Donc rien ne l'empêche de parler des patrons. Or, le plus souvent, dans la bouche de ces personnes, le patron, ce sont des démons, ce sont des diables. Alors même que, je peux vous dire, je peux vous citer en veux-tu, en voilà, des chefs d'entreprise qui ont 2-3 employés, et les temps étant très durs, le peu d'argent qui rentre, ils payent leurs employés, et eux, ils ne se payent pas. Ouais, et d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une émission, donc pas maintenant, parce que on ne va pas parler plus de Nathalie Arthaud, mais il faudra qu'on fasse une émission sur tout ce qui est syndicaliste, parce qu'il y a beaucoup trop de mouvements sur le territoire, et il y a trop de petits chefs d'entreprise qui viennent me dire, Sabine, moi, soit je suis revenue en Guadeloupe, soit j'ai envie, mais j'ai peur, parce que mon oncle, il a une société, tous les jours c'est barré, il ne peut pas aller travailler, et ça commence à devenir quelque chose, un poids pour nos entreprises. Donc il faudra peut-être, on va essayer de voir avec des différents mouvements syndicalistes et faire une émission spécifique sur ce point. Là, on va parler de deuxième que j'ai sous les yeux. C'est Nicolas Dupont-Aignan. Donc son parti, c'est Debout la France. Et lui, ce qu'il propose, c'est de faire un plan de rattrapage en remettant à niveau les réseaux d'eau potable, mais ça, beaucoup de candidats en parlent, en engageant un plan de construction et de rénovation des écoles primaires, parce que lui veut axer sur tout ce qui est enseignement pour que les gens puissent vraiment maîtriser le français et puis pouvoir avoir un diplôme pour travailler. Et
pour l'économie, son point spécifique, c'est qu'il veut renforcer la défiscalisation pour les investissements qui seraient réalisés ici, dans les métiers d'avenir et dans tout ce qui est développement économique, biodiversité. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce point? Oui, c'est très bien, puisque l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que, oui, c'est important de parler de la problématique de l'eau. Mais je crois, encore une fois, sans être le porte-parole de la région, je pense que la région a fait un plus qu'elle ne devait, puisque ce n'est pas de la compétence de la région de s'occuper de la problématique de l'eau, mais la région a pris à bras-le-corps la problématique. Et s'il y a une collectivité qui connaît très bien les réseaux... Donc on ne va pas perdre plus de temps sur ça. C'est bien eu. Donc nous avons des élus qui connaissent parfaitement la situation des canalisations de l'eau et surtout des stations d'épuration. La défiscalisation, ce qu'il propose. Je voudrais parler, justement, il a parlé des écoles construire, ça aussi, ça rapporte de l'emploi. Ben, vous savez, il y a eu un énorme travail qui a été fait d'abord par rapport au plan sismique pour consolider les écoles. Et je ne sais pas si nous manquons d'écoles. Je ne veux pas rentrer dans cette discussion, puisqu'il y a des gens qui sont plus avertis que moi sur ce sujet-là. On posera la question demain de toute façon. Sur la défiscalisation, il vous reste 50 secondes. Alors, la défiscalisation, ça fait un moment que ça existe. Hein. Les Guadeloupéens qui investissent connaissent très bien. Mais par contre, il y a un point qui n'a jamais été soulevé par aucun candidat. Est-ce que vous connaissez les FIP, les fonds d'investissement de proximité, où vous avez même des Guadeloupéens qui investissent dans des fonds. C'est une espèce de... comme des fonds de pension à l'américaine, hein, où des Guadeloupéens investissent, malheureusement, sur des projets pour la Réunion et d'autres endroits dans l'outre-mer. Or, il faudrait que nous ayons des FIP totalement dédiés à la Guadeloupe, avec de vrais projets, et les Guadeloupéens investiraient dans les FIP, et comme ça, les entreprises auraient de l'argent pour pouvoir construire leur projet. Voilà. D'accord. Alors ensuite, Anne Hidalgo. Alors elle, son grand plan, parce que bien évidemment, elle a plusieurs mesures, elle veut rétablir, pareil, rééquilibrage, rétablir tout ce qui manque pour combler les défaillances, mais surtout, elle propose de réduire l'octroi de mer et elle veut une action renforcée pour la vie chère. Donc on ne sait pas trop ce que c'est, mais peut-être que vous avez un point sur ça. Et sur elle a un grand plan de développement des énergies renouvelables pour valoriser le potentiel considérable qu'il existe dans nos territoires. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est toujours intéressant d'entendre qu'il faut un grand plan de rattrapage. Ça voudrait dire que depuis que nous sommes passés en départementalisation... Ah oui, mais ça, on le sait. Ça veut dire que les gouvernements ont échoué. Ça veut dire qu'ils ont échoué, parce que s'il faut rattraper alors même que nous sommes la projection de la France, nous sommes l'extension de la France, ça veut dire qu'ils ont volontairement, ils ont pas volontairement envoyé ce qu'il fallait chez nous pour nous permettre d'être au même niveau. D'ailleurs, rappelez-vous, il a fallu se battre pour que le SMIC soit rééquilibré par rapport à la France. Pourtant, ils ont été au pouvoir, le Parti socialiste. Tout à fait. Et donc c'est toujours intéressant de dire ça, mais c'est super dangereux parfois aussi, parce que les Guadeloupéens ne sont pas des idiots, même si quelque part je respecte les propositions de tout le monde. Mais moi, encore une fois, je ne suis pas le seul à le dire, dans cette campagne, je reste sur ma faim. Honnêtement, je reste sur ma faim parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de sujets qui n'auraient même pas dû être abordés, alors que nous avons d'énormes possibilités de discussion, comme par exemple les énergies renouvelables. Puisque nous naviguons en ce moment vers une autonomie alimentaire, autonomie énergétique, donc cela devient un besoin incontournable, et il fallait maintenant centrer les discussions sur ce type de problème qui nous concerne directement. D'accord. Alors ensuite, donc, on va passer à Yannick Jadot. Donc lui, Yannick Jadot, il veut développer l'autonomie alimentaire donc, en Outre-mer en renforçant l'accompagnement des collectivités ultramarines dans la dépollution des sols, la mise en place de plans d'alimentation durable. Pour lui, c'est ce qui va développer en fait l'économie, c'est-à-dire on va consommer local, ça va jouer sur le contrôle des prix et ça va pouvoir aider à lutter contre
contre la vie chère. Qu'est-ce que vous pensez de ce point-là? Bien sûr, il parle aussi de l'octroi de mer qu'il veut réformer. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je suis à 100% puisque j'avais moi-même fait une conférence à l'espace régional sur l'autonomie économique, et donc on avait parlé d'autonomie alimentaire et tout. Il est incontournable pour moi que nous puissions naviguer vers une autonomie alimentaire parce que il y a mon ami Jean-Claude Malo qui à l'époque avait dit sous la radio et si des mêmes bateaux pas qu'à rentrer, et donc beaucoup de personnes ont rigolé, mais il a ma foi très raison. Les Gilets jaunes, par exemple, il a raison, parce qu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine vient tristement nous rappeler notre dépendance au port autonome, puisque notre jardin, c'est là qu'il se trouve. J'ai jamais compris pourquoi. Et donc, il est important aujourd'hui de développer des circuits pour que nous puissions nous nourrir nous-mêmes. Mais quand je dis ça, il faut d'abord faire confiance aux agriculteurs parce qu'on ne peut pas avoir de développement d'autonomie alimentaire si nous n'avons pas une agriculture mesurée, pesée et orientée dans une direction bien précise. Et additionner à cette agriculture une agro-transformation et avec des mises sous vide de produits agro-transformés que nous allons trouver dans les supermarchés, en veux-tu, en voilà, parce qu'il ne s'agit pas de mettre deux sachets d'igname blanchi. Et moi, il faut qu'on inonde les supermarchés de produits pour que parce que plus, vous savez, l'économie c'est comme ça. Plus vous avez un produit en grande quantité, plus le coût est très bas. Voilà. Alors Jean Lassalle, il n'a pas de proposition spécifique pour l'outre-mer. Est-ce que c'est un candidat que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez son discours? Ou est-ce que vous trouvez qu'en gros, il peut rejoindre Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Moi, c'est un candidat que j'aime beaucoup, parce qu'il a son franc-parler. Il est vraiment l'homme du terroir. J'ai appris qu'il avait fait une grève de la faim dans l'hémicycle une période. Donc c'est quelqu'un qui a ses convictions. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas les personnes, certaines personnes autour de lui pour parler des Outre-mer. Et je salue justement que si c'est un domaine qu'il ne connaît pas, c'est très intelligent, très respectueux de sa part de ne pas en parler, de ne pas faire de proposition. Parce que plutôt que de faire une proposition, en l'air, comme ça, prenante, et en l'air, il est préférable de ne pas faire de proposition. Et c'est en cela que je salue son silence là-dessus. Alors ensuite, la prochaine candidate, c'est Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Alors elle, par contre, elle a un programme axé sur une quinzaine d'années sur le domaine maritime, c'est-à-dire qu'elle estime qu'on a fait la conquête de l'espace, là maintenant il faut faire la conquête de la mer, donc il faut développer la souveraineté maritime en augmentant les effectifs sur tout ce qui concerne les métiers de la mer. Elle veut surtout professionnaliser le secteur en développant tout ce qui est économie bleue, donc les médicaments avec les algues, en fait tout ce qui est biodiversité. Elle veut développer des filières, elle veut investir dans des filières pour tout ce qui est terres rares, pour trouver les actions, les médicaments du futur. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, il faut savoir qu'en matière de terres rares, presque toutes les terres rares sont déjà accaparées par les Chinois et par d'autres. Il reste que celles de nos territoires, du coup. D'autres pays. Il reste quelques terres rares dans nos territoires, et notamment, elle fait bien. C'est pas inintéressant de se projeter dans les métiers de demain, qui pourraient apporter une valeur ajoutée à notre économie de Guadeloupe. Seulement, quand je dis ça, il est intéressant aussi de réfléchir à qui va proposer et qui va bénéficier de ces nouveaux métiers. Parce qu'en général, quand quelque chose de nouveau arrive comme ça, c'est toujours des multinationales qui rentrent. C'est ce qu'elle ne veut pas, justement. C'est pour ça qu'elle veut investir sur 15 ans. Vous voyez, par exemple, prenons un exemple à Bouillante, Ormat, qui a annexé l'usine, et aujourd'hui, ça nous passe sous le nez. D'accord. Oui, mais voilà. Donc, c'est très bien de le faire. Maintenant, il faut développer la filière pêche, tout ce qui s'ensuit, mais
La filière marine, plus globalement. Oui, la filière marine, mais elle a parlé aussi de la filière pêche. Oui. Elle a mis un accent sur la filière pêche. Elle veut former les marins pêcheurs pour qu'ils puissent aller plus loin pour éviter le chlordécone. Oui, mais pour aller plus loin, il faut des autorisations. C'est c'est son programme, justement. C'est pour ça que je demande son avis. Parce que nous avons une île dont depuis tout à l'heure, j'essaie de trouver le nom. Monsieur Plaisir, Alain Plaisir connaît très bien. L'île Aves. L'île d'Aves, voilà. Qui a été donnée au Venezuela et qui réduit notre zone CE. Qui est extrêmement poissonneuse. Exactement. Extrêmement poissonneuse. Moi, j'estime que par rapport à cette concession qui a été donnée au machin, ce serait intéressant de faire un partenariat, puisque nous n'avons pas de grandes flottilles de pêche. Ce serait intéressant de faire un partenariat avec l'île d'Aves pour pouvoir permettre à nos pêcheurs de rentrer avec du poisson en conséquence chez nous. Ah bah pile, il vous restait 2 secondes. Alors Emmanuel Macron, le prochain candidat de ma liste, qui est bien sûr la liste de la fin, on va dire la chaîne publique. Donc Emmanuel Macron, République En Marche. Bon, en ce moment, on entend beaucoup d'affaires. Hein. Donc voilà. Quel est son programme pour l'outre-mer? Alors, c'est compliqué avec Emmanuel Macron parce qu'il est président et nous sommes dans une crise. C'est-à-dire que là, il veut développer les circuits courts. Donc, en gros, il veut faire du Marine Le Pen, si on écoute un petit peu ce qu'on nous dit. Il nous parle de relocalisation, développer les circuits courts et développer la production locale. Donc il veut faire ce qu'on n'a pas fait pendant 5 ans et qu'il aurait fallu faire pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la vie chère, pareil. Donc il nous parle de réflexion, sachant qu'il était déjà venu et qu'il avait déjà fait des paroles sur la vie chère, puisqu'il devait justement lutter contre les lobbies, qu'il n'a pas fait. Le ministre l'a dit, il a reconnu qu'il n'a pas fait. Bon, il nous a dit que c'était à cause du Covid. Et il veut lancer le plan jeunesse, donc j'imagine qu'il parle du un jeune, une solution, et plus particulièrement un plan de rénovation du patrimoine. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il veut faire en Outre-mer avec la rénovation du patrimoine. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement? Pour moi, ça ne ressemble pas à des plans économiques, surtout pour quelqu'un qui est au pouvoir, là, qui connaît nos problèmes. Hein. Si M. Macron aimait les Outre-mer, ça se serait su, pour commencer. Quand il veut faire un certain nombre de choses, il faudrait d'abord qu'il réussisse sur le territoire français, de l'Hexagone. Et quand on voit, prenons juste un exemple, son projet de la ferme à la fourchette, oui, où vous avez que la France a perdu 13% de sa capacité agricole. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il va pouvoir nous apporter, nous, sur notre territoire agricole de Guadeloupe. Pour ne citer que ça. Donc sa partie développement, autonomie alimentaire, consommation locale, vous n'y croyez pas du tout? Je suis désolé, c'est un gadget. Et moi, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas parce que il y a eu des signaux qui ont été donnés par la région, le département et tout, et ça n'a pas été suivi. Et je vais donner juste un exemple que je connais très bien. Monsieur Macron, c'est lui et ses petits amis qui ont décidé de supprimer la Guadeloupe du CESE. Le Conseil économique, social et environnemental, dont moi j'étais candidat. À ma connaissance, il se pourrait que je me trompe, j'étais le seul candidat. Mais à partir du moment qu'un président de la République accepte de sucrer un département de près de 400 000 habitants, alors qu'on favorise pour la deuxième fois une conseillère de Saint-Barthélemy, qui est une île de moins de 10 000 habitants, 9 000 et des poussières, j'essaie de comprendre la logique. Surtout parce que lui, justement, dans ce programme, c'est marqué, notamment en développant les circuits courts et les filières tournées, parce qu'il veut en plus tourner vers l'exportation haut de gamme. Mais pourquoi il nous a sorti du coup? Ça n'a pas de sens. Non, mais il faut comprendre que le président de la République était pris par le temps, il ne savait pas encore s'il devait venir ou pas. Maintenant, il a été poussé à y aller parce qu'il a des comptes à rendre, c'est normal. Et donc, à l'emporte-pièce, on choisit rapidement deux ou trois données, et puis on bat les cartes et on redistribue ça. Voilà. Et donc, moi, je dis que c'est pas sérieux tout ça. C'est pas sérieux. D'accord. Alors, hop.
Bon, alors, c'est le chronomètre du coup qui se déclenche. Pas de souci. Bon, alors, comme quoi qu'Emmanuel Macron fait parler, il y a beaucoup de choses à dire sur lui de toutes les façons. Alors, Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise. Alors lui, par contre, pareil, il a un programme très riche en termes de planification écologique et de la diplomatie. Il veut faire augmenter les diplômes universitaires, visiblement, sur notre territoire. Il veut instaurer un bouclier douanier pour la taxe kilométrique. Donc je pense que c'est pour aussi développer tout ce qui est production locale, puisque maintenant tout le monde est d'accord pour dire que c'est la Guadeloupe d'abord, hein, enfin la France d'abord, parce que tout le monde nous parle de relocalisation. Donc lui, il veut mettre une taxe kilométrique. Alors est-ce que, selon vous, c'est différent de l'octroi de mer ou pas, pour que nous puissions, un peu pour nous forcer en fait à consommer local. Et il veut faire aussi de nos territoires des pôles de co-développement qui serviraient à transférer les technologies auprès des pays voisins pour tout ce qui est développement d'avenir. Hein. Donc je suppose qu'il pense à tout ce qui est aussi pareil, économie bleue, économie verte, développer ce qui existe sur notre territoire, les médicaments et tout. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Oui, là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Et donc, quand on analyse les propositions de tous les candidats, on est en train de se poser la vraie question, d'où ils sortent tout ça. Parce qu'en matière de maîtrise scientifique, de brevet et qu'on pourrait échanger, est-ce que vous croyez que les îles de la Caraïbe nous ont attendus pour pouvoir échanger? Non, mais il y a des autorisations. Il faut savoir que tous les anciens présidents nous ont interdit de commercer, enfin de oui, non, mais signer, justement, mais c'est pas qu'ils sont interdits. Moi, je vais plus loin que ça. Je dis que les anglophones et les hispanophones, ce sont pas des idiots, ce sont des gens qui ont des connaissances et qui travaillent avec les États-Unis. Et donc les États-Unis, il y a des chercheurs. Et donc aujourd'hui, comme il y a une transhumance des idées et des projets en échange, un peu partout. Donc un chercheur en France, il communique avec les États-Unis, communique avec la Chine. Donc maintenant, tout se sait. Et donc, donc finalement, je ne vois pas l'intérêt. Moi, je suis... je respecte M. Mélenchon. Mais là encore, la preuve est faite que toutes ces personnes ne touchent pas du doigt ce qui importe aux Guadeloupéens, notamment parce que nous sommes en Guadeloupe, mais de manière plus large, ils ne touchent pas du doigt ce qui concerne les Outre-mer. Parce qu'il y a des choses qui sont spécifiques, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'autonomie, ce sont des choses comme ça. Parce que les histoires de brevets, ça concerne l'État français, ça concerne d'autres personnes. D'accord. Alors, Valérie Pécresse, la prochaine candidate, donc elle veut, tout à l'heure vous parliez d'argent, elle veut faire une création de banque des Outre-mer pour financer les investissements dans les secteurs porteurs d'avenir, pour développer tout ce qui est économie de la mer et énergie renouvelable. Ils ont à peu près tous les mêmes trucs avec le truc bleu et le truc rouge. Et pour créer de l'emploi, et c'est ça son grand plan de lutte contre la vie chère, du moins à l'époque où ils ont décrété, enfin où leur programme, parce que je sais qu'en sommeil en Guadeloupe, donc peut-être qu'il y a des autres choses qui vont sortir, mais ça c'est, encore une fois je le répète, les informations au niveau national. Hein. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce point spécifique? Oui, mais quand j'entends là aussi qu'on va faire un grand plan d'investissement Elle était ministre du budget sous Sarkozy. Oui, mais investir en quoi? C'est juste la question que je pose. Investir en quoi? Est-ce qu'il faut encore construire des bâtiments, des immeubles et tout ça? Non, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va accompagner le docteur Henri Joseph à aller plus loin dans ses recherches pour que nous puissions avoir une pharmacopée qui soit visible partout dans le monde. Oui, d'accord, ok. Quand on essaiera de faire quelque chose au niveau maritime, pour donner du travail à nos enfants, oui, je suis d'accord, on peut investir. Quand vous avez, par exemple, dans le sport, c'est pour ça que j'ai bien aimé la question de M. Saint-Julien. Oui, parce qu'elle a aussi le sport dans son programme dans le sport, où nous avons une pépinière de sportifs, de grands athlètes, eh bien, je suis désolé, je ne vois pas comment il n'y a pas d'investissement. On vient détecter nos jeunes,
Hein, et puis après, on les utilise là-bas et il n'y a pas de retour. Beaucoup de présidents d'associations ont déjà dénoncé ça. Donc, moi, je dis encore une fois, oui, c'est très bien de vouloir venir faire des propositions, hein, mais au moins, il faut que ce soit vraiment en rapport avec ce que nous avons besoin. Mais justement, alors, j'en ai pas parlé parce que, comme on avait dit, on prend le plus gros point, et le plus gros point de ce que moi j'ai, c'était la banque, la création de la banque. Mais c'est vrai que dans son programme, elle souhaite, toujours sur Valérie Pécresse, il nous reste 35 secondes, elle souhaite favoriser le maintien des champions sur place tout en facilitant les déplacements dans l'Hexagone pour qu'ils puissent participer à... Je ne suis pas sportif à haut niveau, mais ce n'est pas possible. Parce que le sportif a besoin d'être en France, là où ça se passe, hein, pour avoir un suivi médical, tout ce qu'il faut, hein, pour pouvoir être de plus en plus performant. S'il est en Guadeloupe, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas les soignants qu'il faut, mais il n'y a pas les infrastructures, comme en France, qui lui permettront d'être optimum dans sa projection. D'accord. Alors bon, je sais qu'on arrive, mais là, par rapport au temps de parole, il nous reste 3 candidats qu'il faut vraiment qu'on finisse. Alors, Philippe Poutou, donc lui, il n'a pas de proposition spécifique à l'outre-mer. Qu'est-ce que vous pensez de son discours classique ? Je ne crois pas non plus que M. Poutou ait envisagé les outre-mer, hein, puisqu'il en aurait parlé. Hein, et c'est très, très respectueux de sa part là aussi. Non, mais lui, il en parle dans le sens décolonisation. Oui, non, mais bon. Je ne vais même pas en parler, puisque bon, c'est pas, la décolonisation, ce n'est pas quelque chose à discuter comme ça. Hein. Si un Guadeloupéen me parle de décolonisation, j'écouterai. D'accord. Voilà. Ok. Bon, du coup, on passe à Fabien Roussel. Donc, Fabien Roussel, lui, il veut carrément mettre un jour pour fêter l'émancipation des peuples. Mais concrètement, il veut mettre fin aux écarts de salaire, des prestations sociales, je pense qu'il veut réduire vous savez qu'on a des lobbies ici, hein, donc peut-être qu'il veut lutter contre la concurrence, parce que lui, il veut mettre une loi spécifique pour rattraper le retard sur tous les territoires en termes de services publics et en termes de service social, enfin de tout ce qui est dans la vie. Il veut impulser un développement, une politique volontariste de développement industriel et agricole pour développer l'économie de la mer. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas très concret. En gros, il veut qu'on ressemble plus au lobby. Vous savez, vous avez par exemple le Parti communiste guadeloupéen qui fait tous les jours des propositions magnifiques. Hein. Par contre, lui, il veut, excusez-moi de vous couper, comme ça vous allez pouvoir répondre, il veut nouer des relations de co-développement avec les pays de notre zone géographique. Par exemple, on pourra signer avec les États-Unis ou je ne sais quoi. Oui, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que nous avons un parti qui s'appelle le Parti communiste guadeloupéen, hein, avec M. Flémin. J'échange en permanence, tout le temps. Ils ont d'excellentes idées, hein, le Parti communiste guadeloupéen. Hein. Et donc, je pense que le Parti communiste français, dont M. Roussel, aurait pu se rapprocher, je pense, hein, pour avoir plus d'éléments, hein, concernant nous, la Guadeloupe, parce que j'ai entendu là aussi qu'il a des propositions qui ne me semblent pas être en harmonie, hein, avec nos inquiétudes sur le territoire Guadeloupe. Il reste 1 minute sur Fabien. Est-ce que vous avez encore des choses à dire ? Vous n'avez pas encore fait la dernière personne, on a fait tout là ? Non, mais il reste 1 minute pour Fabien Roussel. Non, mais ce que je voulais dire de manière générale, pas spécialement Fabien Roussel, puisque beaucoup de candidats vous parlent d'augmenter le salaire, d'augmenter les salaires. Mais beaucoup de candidats ne disent pas que quand vous augmentez le salaire de quelqu'un, automatiquement les cotisations vont décoller aussi. Ça, il n'en parle pas. Et le patron, s'il n'a pas une augmentation de production, il ne pourra rien faire. Donc, je dis que quelque part, il faut faire très attention. Quand j'entends M. Zemmour et Mme Le Pen dire zéro charge, il n'est pas possible, hein, que vous puissiez payer un salaire et que vous ne puissiez pas avoir les charges patronales et les charges salariales. Je rappelle, entre guillemets, qu'avec toutes ces propositions de largesse de salaire, je rappelle que la sécurité sociale est déficitaire autour de 40 milliards. D'accord. Donc comment ils vont faire ? Comment on va financer tout ça ? Alors il reste un dernier candidat, Éric Zemmour. Donc lui, son programme, en réalité c'est celui de Marine Le Pen, hein, puisque Maxette Pierre-Bacas est sortie, elle a changé de parti. Donc il veut faire un grand plan santé, donc c'est le même programme. Il veut régler la problématique de l'eau en faisant une priorité. Il veut développer les infrastructures. Vous m'avez dit déjà 50 fois que l'eau, la région connaît déjà, donc
ça ne peut pas faire un programme économique pour un développement, mais en tout cas, c'est ce qu'il propose. Par contre, il veut lutter contre le chômage en développant l'agriculture, le tourisme et la mer. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, qui est le programme de Marine Le Pen? Oui, mais là aussi, on n'a pas entendu M. Zemmour. Concernant l'hôpital et la santé, je crois qu'il ferait mieux de rencontrer mon ami Gaby Clavier, qui connaît exactement ce qui se passe au niveau de la santé, et Gaby Clavier va pouvoir lui donner quelques informations. Et donc, concernant les autres points que vous avez soulevés, je pense que là aussi, M. Zemmour ferait très bien d'essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le pays avant de venir proposer des choses, parce que, honnêtement, tous ces candidats, moi je dis que quelque part, il y a tellement de sujets qui nous concernent, nous, personnellement, et qui n'ont pas été abordés. Par exemple, je n'ai entendu aucun candidat, et on va terminer là-dessus si vous voulez, aucun candidat parler des indépendants. Vous avez une revalorisation des retraites. Ils parlent tous de retraite avec des personnes qui ont eu une carrière pleine, à taux plein. Mais vous avez une partie des indépendants qui n'ont pas pu payer à cause du RSI, n'ont pas pu payer leurs cotisations et qui se retrouvent avec des carrières en dents de scie. Pourtant, c'est un gros problème, ça, même sur le... Et donc, par conséquent, on fait quoi? Et alors que ces personnes qui ont une carrière en dents de scie représentent pratiquement 60% de l'échiquier économique. Et donc, on fait quoi de ces personnes-là, alors même que ce sont des gens qui ont des retraites allant de 50 à 125 euros, et en même temps, vous avez un seuil de pauvreté qui se trouve à 1100 euros, vous avez un RSA qui se trouve à 500 euros, et vous avez des chefs d'entreprise qui ont travaillé toute leur vie, malheureusement qui n'ont pas pu cotiser comme il faut, qui ne perçoivent que 125 euros. Il y a quelque chose, une discrimination qui est faite, et là, on n'en parle pas. Et donc, quand j'entends les candidats venir ici, venir parler de programmes, de proposer, moi je dis, arrêtons, on n'a pas besoin, franchement, je vous le dis, si la Guadeloupe pouvait ne pas voter, ce serait très bien. Alors, merci, ce sera le mot de la fin. Bien évidemment, il faut aller voter parce que sinon, ils vont nous refaire passer soit le président actuel. Donc, si vous n'en voulez pas, il faut le dire. Et si vous le voulez, il faut voter pour lui. Mais en tout cas, déplacez-vous pour aller voter. Je rappelle que pour nous, c'est samedi. Pas d'offre d'emploi cette semaine puisque nous sommes en émission spéciale. Et de toutes les façons, il n'y a plus d'offre d'emploi. Vous avez tout pris. Donc, c'est parfait. Demain, nous sommes en émission spéciale. Donc, on va continuer puisque l'élection, c'est samedi. À demain soir. Au revoir et merci de nous avoir suivis.